Les Outre-mer sont arrivés à une étape de leur histoire où la relation avec la métropole doit être profondément réformée. C'est ce que déclare ce matin l'ancien ambassadeur de France au Suriname, Antoine Joly, dans une tribune publiée dans les colonnes du Monde. Les résultats de la présidentielle montrent que les choix proposés lors des élections ne correspondent plus aux aspirations des citoyens ultramarins, continue Antoine Joly, rappelant que les territoires d'outre-mer ont majoritairement voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au second. Un signal, l'indicateur d'un malaise profond et d'une contestation de la politique du gouvernement, a récemment déclaré Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la Martinique. Pour parler de ces résultats, justement, nous sommes ce matin et par téléphone avec Olivier. Jean-Marie, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir à nouveau accepté notre invitation, Olivier. Jean-Marie, je le rappelle, vous êtes consultant chez Politique Data. J'aimerais déjà qu'on commence par revenir sur tous ces commentaires, toutes ces déclarations qui nous viennent de l'Hexagone depuis dimanche. Au premier tour, les scores de Jean-Luc Mélenchon dans les Outre-mer ont été largement mis en avant. Idem pour le deuxième tour avec Marine Le Pen. Est-ce que politiquement, l'Outre-mer peut être considéré à vos yeux, Olivier et Jean-Marie, comme un bloc homogène? On a tendance, les analystes politiques ont tendance à découper le territoire français, à interpréter des résultats en fonction des zones géographiques. Est-ce que pour l'outre-mer, cette année, c'est vraiment pertinent de mettre dans un même sac, finalement, le rapport à la politique qu'il y a en Guyane, aux Antilles ou même à La Réunion? Non, ce serait beaucoup trop simpliste. Déjà, les résultats ne sont pas homogènes. On a bien vu que du côté du Pacifique, donc c'est quand même Emmanuel Macron qui l'a remporté au premier tour, donc Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et au deuxième tour aussi. Du côté de la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique ont voté un petit peu de la même façon, mais je pense qu'il ne faut pas réduire la réalité sociale, économique et culturelle de ces territoires-là à ces seuls votes-là. Donc l'outre-mer, c'est une grande diversité. Alors je ne sais même pas si le terme outre-mer a encore une justification, si vous voulez, mais ce sont des territoires avec des cultures, des histoires, des situations géographiques, des enjeux territoriaux qui sont complètement différents. Et pourtant, c'est ce qui ressort tout de même de ces 2 dernières semaines quand on regarde, quand on lit la presse nationale. À chaque fois, on va parler de l'outre-mer Marine Le Pen, l'outre-mer Mélenchon. Tout est mélangé en prenant le risque de simplifier finalement ce qui se passe réellement sur tous ces territoires. Oui, ça c'est le risque qu'on prend quand on reste à la surface des choses et on ne va pas en profondeur. Et puis c'est aussi une facilité, je dirais, journalistique. Et puis il faut dire aussi que la relation entre la France en général, la France hexagonale et les Outre-mer souffre d'une méconnaissance et d'une incompréhension qui est révélée à travers ces commentaires un peu rapides, un peu simplistes, qui en fait compte s'appuient seulement sur les résultats d'une élection présidentielle pour pouvoir tirer ces conclusions-là. Et ce qui est surprenant, j'ai envie de dire, c'est que ça a surpris justement à l'échelle nationale le plébiscite d'abord pour Mélenchon et les scores de Marine Le Pen. On a entendu beaucoup de commentateurs s'interroger sur ces résultats, commentateurs évidemment dans les médias, mais aussi de toute la classe politique, alors que l'actualité de ces dernières années laissait quand même présager non seulement une forte abstention, mais aussi un vote de contestation. Oui, bien sûr, les crises sociales et les manifestations que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion aussi avec les Gilets jaunes, et puis aussi la Guyane aussi, même avant l'élection d'Emmanuel Macron, montraient que les situations sociales et économiques étaient tendues. Et il est vrai aussi que la politique, le style de gouvernement de cette équipe Macron et le corps-nu était quand même en rupture avec les styles de gouvernement précédents, que ce soit de droite ou de gauche, que ce soit sous Hollande ou Sarkozy. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à une nouvelle génération
d'hommes politiques, de fonctionnaires aussi étatiques, qui traitaient les Outre-mer avec beaucoup moins d'empathie ou d'affection que leurs prédécesseurs, et beaucoup moins aussi de compréhension, et ça a donné les résultats qu'on connaît. On a entendu il y a quelques jours François Ringuet, le maire de Kourou sur Radio Pays et président de l'association des maires de Guyane, qui disait, je résume un petit peu ses propos, que les élus de Guyane, et je vous pose la question pour savoir si c'est quelque chose que vous observez aussi ailleurs, que les élus avaient caché la réalité en quelque sorte au gouvernement et au président sortant Emmanuel Macron. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez vous aussi, et que vous notez vous aussi, et qui peut expliquer les résultats de ces 15 derniers jours? Alors, je ne sais pas s'ils l'avaient caché, je dirais, intentionnellement. Je ne sais pas si eux-mêmes ils avaient pris aussi la mesure de la contestation. Je ne sais pas non plus si ils avaient aussi l'oreille de Paris. Mais c'est sûr mais il faut quand même remarquer que il y a quand même une corrélation entre les parrainages et les résultats. C'est-à-dire que globalement, tous les territoires qui ont parrainé en masse Emmanuel Macron ont voté et l'ont placé en tête. Je pense à la Polynésie, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna. Ce n'était pas le cas. Et Mélenchon a été largement parrainé donc en Guyane, mais aussi en Martinique et en Guadeloupe. Et donc il y avait déjà une annonce des résultats si on se référait donc au parrainage. Et donc tout ça pour dire que peut-être que certains élus, certains soutiens d'Emmanuel Macron n'ont pas eu les mots pour le convaincre et convaincre son équipe de l'urgence sociale économique des Outre-mer, mais il y avait déjà une contestation au niveau des élus même. Il y avait certains élus aussi dans les territoires d'Outre-mer, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane, en Martinique, à La Réunion, qui contestaient la politique d'Emmanuel Macron. Et il y avait même, je prends l'exemple de la Guadeloupe, des élus, la Guadeloupe qui avait placé en tête Emmanuel Macron en 2017. Il y a un député, donc notamment Olivier Servat, qui était un député macroniste en marche, qui était complètement silencieux pendant cette campagne électorale-là, et qui avait pris le parti du mouvement social au cours des événements sociaux en Guadeloupe en novembre dernier, vous voyez. Donc, même les élus des soutiens macronistes sont restés aussi très timides. Oui, c'est vrai qu'une campagne qui a été silencieuse aussi en Guyane, notamment dans l'entre-deux tours. Vous avez parlé des parrainages, hein. Je précise que, et vous avez raison, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira pour la Guyane sont les deux candidats, qui avaient été le plus parrainés par des élus locaux. Est-ce qu'Emmanuel Macron paye les frais de sa politique vaccinale et sanitaire uniquement, ou bien, à vos yeux, c'est une dynamique beaucoup plus profonde, ras-le-bol par rapport au sous-dotement chronique des Outre-mer qui s'est exprimé dans les urnes ce week-end? Alors, il y a clairement une sanction de la politique sanitaire, du traitement de la crise liée à la Covid-19. Ça, c'est clair, c'est indiscutable. Mais à cela se rajoute je dirais, vraiment une détestation, une haine même. J'ose dire une haine même du style d'exercer le pouvoir d'Emmanuel Macron, qui s'exprimait là et qui a choisi au premier tour le candidat de la gauche radicale, et puis au second tour un candidat d'extrême droite, pour exprimer très clairement son refus, sa contestation, sa détestation même du style managérial d'Emmanuel Macron. Donc un vote anti-Macron avant d'être un vote pro-Le Pen, à vos yeux? Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair, si vous voulez. Et il n'y a pas d'adhésion. On ne peut pas parler d'adhésion quand on vote en majorité pour Jean-Luc Mélenchon, avec le programme L'Avenir en commun, et que 15 jours après, on vote en masse pour
Marine Le Pen avec le programme du Rassemblement national, qui, si ils peuvent se rejoindre sur quelques points, sont quand même radicalement opposés, par exemple sur le traitement de la question salariale. Jean-Luc Mélenchon proposait une hausse du SMIC à 1 400 €. Marine Le Pen ne le proposait pas, proposait seulement une prime. Jean-Luc Mélenchon était très préoccupé. Le programme de Jean-Luc Mélenchon fait une part très large à l'écologie, à la préservation des écosystèmes. Marine Le Pen se réduit donc au localisme, si vous voulez. Donc il n'y a pas de jonction idéologique entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Sinon, en fait compte, un instrument, c'est-à-dire que les électeurs ont utilisé les bulletins Mélenchon en majorité au premier tour, et c'est ce qu'il faut retenir, je pense, de vraiment marquant. S'il y a adhésion, il y a vraiment adhésion au premier tour. Et puis ensuite, donc le bulletin Le Pen pour dire à Emmanuel Macron, nous souhaitons vraiment un changement de méthode. Et je pense que Emmanuel Macron aussi a compris à l'aune des résultats des Outre-mer, mais aussi de la France entière, qu'il fallait changer de méthode. Il le promet, il y travaille. Est-ce que les promesses seront à la hauteur, je dirais, est-ce que les réalisations seront à la hauteur des promesses? Ça, l'avenir nous le dira. Ce qui interroge également Olivier Jean-Marie, c'est qu'on présente de plus en plus l'évolution statutaire comme une des priorités en disant que la politique française n'est plus adaptée aux Outre-mer. Le Congrès des élus de Guyane est encore allé dans ce sens il y a quelques semaines. Et pourtant, Marine Le Pen est arrivée en tête le week-end dernier. Et la position, on le sait, du Rassemblement national sur toutes ces questions de statut, elle est claire. Pas d'évolution statutaire. Vous expliquez ça, ces incohérences, on va dire, par une haine simple et pure d'Emmanuel Macron, au point d'oublier finalement ce qui peut y avoir, on va dire, dans le programme du Rassemblement national? Oui, disons que les électeurs, si vous voulez, moi je pense que les électeurs ont une grande confiance en la démocratie, et notamment en Outre-mer. Je pense que ce vote Le Pen-là, au second tour, je répète, au second tour, parce qu'elle est arrivée donc très très loin derrière Jean-Luc Mélenchon dans les Outre-mer, au premier tour. Ce vote Le Pen au second tour montre que les entre guillemets, je vais simplifier un petit peu, les ultramarins ont vraiment confiance en la démocratie, parce qu'ils identifient bien les dangers donc d'un régime autoritaire. Ils sont bien conscients que le Rassemblement national a refusé de voter au Parlement européen la reconnaissance de l'esclavage et de la traite comme un crime contre l'humanité. Tout ça, ils le savent. Les électeurs sont bien conscients des idées donc de Marine Le Pen, mais ils se sont dit, on prend le risque. Donc déjà, on explique à Monsieur Macron qu'on ne veut pas de sa politique. Il faut qu'il change de méthode. Et d'autre part, si jamais par hasard Marine Le Pen passe, c'est pas grave. La démocratie est assez solide pour qu'on puisse aussi l'éjecter si on n'en est pas satisfait dans 5 ans. Un mot sur l'abstention, Olivier Jean-Marie. On sentait bien qu'elle serait très importante. Elle l'a été cette année, l'abstention. On parle de pourcentage depuis tout à l'heure, mais c'est bien aussi de mettre en avant le nombre réel de personnes qui font ces pourcentages. En Guyane, c'est 40 000 personnes, très très peu de personnes qui sont allées voter. Est-ce que ça a un sens de commenter des résultats quand finalement la grande majorité des électeurs sont restés chez eux? Écoutez, je dirais oui, il faut quand même avoir quelques repères. C'est clair que l'abstention est difficilement, je dirais, déchiffrable. En l'absence d'études qualitatives et quantitatives, si vous voulez, on peut interpréter l'abstention de plusieurs façons, mais en sachant que le vote est un droit qui est ouvert, si vous voulez. Donc l'abstention, je pense que c'est un signal que les acteurs politiques et sociaux doivent bien sûr interpréter, chercher à comprendre. Et moi, j'encourage tous les responsables politiques et sociaux à
organiser des études pour aller plus loin, pour approfondir donc la connaissance des motivations des abstentionnistes. Parce que c'est vrai que c'est un manque en Outre-mer, en Guyane, aux Antilles, un manque de données, on va dire, électorales, de sociologie de l'électorat pour savoir qui vote pourquoi, pour quelles raisons. Exactement. Et surtout, ce qui est aussi quand même, ce qu'il faut quand même noter, c'est que en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, il y a eu un petit sursaut de la participation au premier tour. D'accord ? On a gagné quelques points. Si vous voulez, et je pense que c'était à la mesure de la motivation et de la rancœur et du ressentiment qu'éprouvait une partie de l'électorat vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que bon là, au deuxième tour, dans tous les départements et régions d'outre-mer, la participation s'est effondrée. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a plus aujourd'hui d'abstentionnistes que de votants dans les territoires d'outre-mer. Bon, ce qui n'est pas le cas dans l'Hexagone, même si dans l'Hexagone, le parti abstentionniste reste le premier parti. Dernière question, Olivier, Jean-Marie, est-ce que et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ou plutôt le Rassemblement National et la France Insoumise, vont pouvoir véritablement s'implanter aux Antilles, en Guyane, en Outre-mer, là où il y a puisqu'il y a les élections législatives qui approchent? Est-ce qu'il y a pour ces deux partis la possibilité de devenir des forces politiques importantes, ou bien les noms de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon fonctionnent un petit peu comme des marques qui marchent, ces marques, mais qui ne marchent que pour la présidentielle? Moi, ça va dépendre de leur volonté de structurer des partis, des fédérations ou des représentations locales fortes. Ça va vraiment dépendre aussi de l'animation du terrain. Et malheureusement, et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont quand même plutôt de philosophie très jacobine. Et donc très centralisatrice. Et je ne sais pas si ces mouvements-là vont donner la possibilité donc au territoire de décentraliser finalement un petit peu de s'exprimer, d'être un petit peu autonome, puisque c'est quand même la logique de l'autonomie qui surgit, qui émerge dans nos territoires. Je ne sais pas s'ils ont cette culture de l'autonomie, et je ne sais pas s'ils étaient arrivés aussi au pouvoir, si ils auraient aussi une oreille attentive au désir donc des élus qui souhaitent plus d'autonomie et plus de marge de manœuvre pour leur territoire. L'avenir le dira. Merci beaucoup Olivier Jean-Marie d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je le rappelle, vous êtes consultant chez Politique Data. Allez y faire un tour, amis auditeurs et auditrices. Il y a beaucoup de choses intéressantes à y lire. Merci encore. Très bonne journée à vous.